Moi, c'est. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ouille? Ou c'est un artiste ou bien un artisan? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ouille? Dis-nous qui m'ouille. Moi, c'est une nouvelle émission pour les artistes et les artisans, proposée par Florence Augustin et Elite Média. Diffusée tous les samedis à partir de 19h sur Elite Média. Amis internautes qui nous suivez dans le monde entier, bonsoir. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore. Je suis Florence Augustin, artiste, et je suis responsable de la page principale du phare, qui est le foyer des artistes haïtiens, une page conçue pour les artistes afin qu'ils apprennent à se découvrir, à se connaître, à s'entendre et à faciliter les échanges entre eux. Il m'est arrivé quelque chose d'amusant l'autre jour. Je faisais des recherches sur l'Internet et je suis tombée sur un article au sujet des dauphins. Je n'ai pu m'empêcher d'établir un parallèle entre eux et notre invité. Écoutez bien. Le dauphin peut voir les sons. Il envoie des clics sur de longues distances qui lui renvoient l'écho des objets environnants. Les dauphins ont leur propre nom. Les chercheurs ont découvert que les dauphins développaient leur propre signature vocale pour s'identifier entre membres de même groupe. Le dauphin peut éteindre son cerveau. Comme on dit, il ne dort que d'un œil. En effet, le dauphin dort un œil ouvert, avec un côté du cerveau actif pendant que l'autre dort. Le dauphin aime s'amuser. Le dauphin est sociable et enjoué. Il crée des amitiés durables et vit en groupe avec des douzaines d'autres dauphins. Vous vous demandez pourquoi je vous parle de dauphins aujourd'hui? Vous allez comprendre tout de suite. Pourquoi? En découvrant notre invité de ce soir. De plus, il agrémente ses interventions d'une pointe d'humour. Suivez-le attentivement et vous comprendrez bien mon introduction. À tout à l'heure. Bonsoir à notre invité. Alors, qui m'ouille? Moi, c'est Claude Dauphin. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Florence Augustin, c'est un grand honneur pour moi d'être invité à votre belle émission et de pouvoir m'adresser à vos auditrices et auditeurs. Merci Claude Dauphin. Et alors, puis, votre introduction m'a bien fait rire et m'a bien touché parce que c'est quand même le plus gentil de tous les animaux. Oui, ça c'est vrai. On va poursuivre et puis les internautes vont voir pourquoi j'ai fait cette introduction, quand tout de suite vous allez nous parler de vous. Dites-nous qui vous êtes. Je suis donc... Moi, c'est Claude Dauphin, ça te dit déjà. Oui. Claude Dauphin. Et je suis musicologue de formation. Je suis professeur émérite même de l'Université du Québec à Montréal. J'ai été professeur de musicologie et malgré mon âge vénérable, qui m'a permis d'accéder à la retraite, je continue de travailler pour les universités, pour l'Université du Québec à Montréal, où j'encadre encore des étudiants et où je dirige plusieurs projets de recherche. Claude Dauphin, qu'est-ce que ça veut dire être musicologue? Définissez pour nous qui est un musicologue. Un musicologue est un historien de la musique. Je pense que c'est la chose la plus simple à dire. Je suis historien de la musique. Je travaille principalement sur la musique classique, disons, la musique écrite, la musique qui laisse une trajectoire écrite. Et c'est ainsi que travaille un musicologue, donc qui travaille sur des partitions, qui les analyse, qui les explique, qui les met en relation avec les sociétés aussi
dans lesquels ont vécu ces compositeurs, ces compositrices. Et donc, dans ce sens-là, le travail ressemble aussi à celui, donc, comme j'ai dit, d'un historien qui met en relation l'histoire et le développement de la pensée. Maintenant, merci pour la définition du musicologue, mais on entend parler d'ethnomusicologue. C'est Alors, qui un l'ethnomusicologue aussi fait un travail qui ressemble à celui du musicologue dans le sens où il analyse la musique et écrit sur la musique, hein, ce que fait le musicologue aussi, n'est-ce pas? Quand je dis un travail d'historien, donc on écrit sur ce qu'on, on donne des explications au fait musical. Par contre, la différence entre l'ethnomusicologue et le musicologue, l'ethnomusicologue travaille essentiellement sur les musiques de tradition orale, c'est-à-dire au lieu de m'enfermer, par exemple, dans mon laboratoire à étudier des partitions, à voir comment la musique est faite. Non, je vais plutôt sur le terrain, hein, avec mon enregistreuse, mon appareil à filmer, et puis ça y est, je rapporte des entrevues, des exécutions musicales et que j'analyse directement à partir du sonore. Donc, vous êtes aussi ethnomusicologue? Oui, j'ai pratiqué beaucoup l'ethnomusicologie, principalement en Haïti, hein. J'ai fait l'ethnomusicologie du vaudou particulièrement, mais j'ai enregistré aussi beaucoup d'autres choses. Je me suis beaucoup enregistré aux traditions du chant enfantin, donc des rondes enfantines en Haïti. J'ai beaucoup enregistré, j'ai fait des enregistrements de terrain comme ça, aussi en posant des questions aux personnes qui vous, qui vous exécutent ces musiques-là pour savoir ce qu'ils en pensent eux-mêmes de leur musique, ce qu'ils pensent des relations qui existent entre leur musique et la société dans laquelle ils produisent spontanément leur musique. Donc, oui, l'ethnomusicologue, c'est ça, fait un travail aussi important, sinon davantage, que celui du musicologue, mais sur un plan différent, sur le plan de la tradition orale. La tradition orale étant ce qu'on se transmet de bouche à oreille, sans nécessairement que ça soit écrit et sans qu'on ne tiennent compte nécessairement qu'il y a eu tel auteur pour telle musique, mais non, c'est une musique, une conception très souvent collective de la musique, vous voyez, dans l'ethnomusicologie. Donc, c'est ce qui distingue la tradition orale, qui est la matière de l'ethnomusicologue, des créations écrites, je dirais, des compositions qui constituent le travail du musicologue. Eh bien, vous avez quand même répondu à plusieurs questions que j'avais pour vous là, déjà, parce que j'allais vous demander si le musicologue et l'ethnomusicologue ont parfois des divergences, mais je pense que vous avez répondu à la question. Chez moi, en tout cas, on se complète. Oui, j'espère bien. Hein? On se complète. Voilà. OK. Dans un article publié dans le Nouvelliste en décembre 2020, Roland Léonard, lui qui est plutôt critique musical, il nous parle de sa préoccupation. Il se demande comment est réparti l'équilibre entre toutes les parties d'une musique. Rythme, mélodie, harmonie. Donc, à défaut d'égalité, devrait-elle être proportionnelle? Et vous m'aviez envoyé la question déjà par écrit et j'y ai bien pensé, mais je n'ai malheureusement pas fait tout à fait mes devoirs. J'aurais dû aller lire cet article de Roland Léonard, que je connais bien pourtant, hein, n'est-ce pas, parce qu'il m'a déjà interviewé, il a déjà publié mes textes dans le Nouvelliste, et c'est un critique musical remarquable que j'admire. Tout à fait. Et c'est intéressant parce qu'il se pose des questions vraiment très concrètes, n'est-ce pas? Comment une musique, qu'est-ce qui constitue en fait le fait musical?
qu'est-ce qui explique qu'on est devant une musique? C'est une sorte d'expression de l'être humain qui se traduit par une dimension rythmique, une dimension mélodique et parfois une dimension harmonique. Toute musique n'est pas harmonique. Et toute musique n'est pas mélodique non plus. Par contre, trouvez-moi une musique qui ne serait pas rythmique, c'est-à-dire où les sons, les successions de durées de sons, pam, 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 pam. Vous voyez, ce sont des durées, des sons qui sont produits avec des durées différentes. Tandis que si maintenant j'ajoute la mélodie, ta la 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 la, bon, j'improvise là. Eh bien, vous voyez que là, je module ma voix pour qu'elle monte et qu'elle descende. Je ne fais pas que des longueurs de son. Donc là, c'est la mélodie. C'est la mélodie. Et maintenant, pour avoir une harmonie, imaginez que cette mélodie que je viens de chanter, eh bien, qu'il y a d'autres personnes qui chantent d'autres voix en même temps que moi. Pour accompagner la même mélodie, ou bien que je passe au piano et que je fasse des accords. Ah bien là, on passe dans le domaine de l'harmonie. Vous voyez? Donc, et que vient faire l'orchestration dans tout ça? L'orchestration, alors une fois que cette musique est produite, si quelqu'un peut bien dire « Ah, moi j'aimerais bien faire jouer ça par un orchestre », c'est-à-dire d'autres instruments où tous les instruments ne font pas la même chose, mais chaque instrument prend, par exemple, une voix différente de l'harmonie et tout ça mis ensemble, ça vous donne l'orchestration qui accompagne cette mélodie-là. Mélodie. Vous voyez? Donc, effectivement, une musique peut être constituée de tous ces éléments-là. Ce que j'ajouterais, c'est que l'orchestration donne ce qu'on appelle techniquement des timbres différents. Vous voyez? Donc, la partie qui serait jouée à la trompette est différente de la partie qui est jouée à la contrebasse, qui est différente de la partie qui est jouée au violon ou à la clarinette. Vous voyez? Chacun de ces instruments ayant ses propriétés, ses qualités propres, son son propre. Alors, voilà, l'orchestration consiste à mettre ensemble tous ces sons différents. Qu'est-ce que vous pensez du boléro de Ravel? Oh, oui. Très, très belle œuvre. C'est un des chefs-d'œuvre de la musique, je dirais, du XXe siècle. Parce que le tempo était variable dans le boléro de Ravel. Oui, alors là, nous passons encore à un autre caractère, le tempo, qui est comment on dirait, la cadence, c'est-à-dire à quel rythme les sons se déroulent. Eh bien, oui, alors ce qui se passe, c'est que c'est le même rythme tout au long. Et des mélodies, maintenant, la partie mélodique qui varie. Donc, il y a une variation mélodique sur un tempo régulier, mais aussi une pulsation régulière. Oui, je vois. Claude Dauphin, en tant que musicologue, nous pensons que vous connaissez l'ensemble des courants et des mouvements musicaux de différents pays, de toutes les époques. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous aviez fait des recherches au niveau du folklore, du vaudou. Est-ce que musicologue a une spécialisation? Bon, oui. D'abord, je vais me permettre de rectifier un petit peu ce que vous avez dit. Je ne pense pas qu'un musicologue puisse tout connaître en matière de musique de tous les pays, de toutes les époques. En tout cas, ce n'est pas mon cas.
Et puis, je n'en ai pas rencontré de musicologues, même les éminents professeurs que j'ai eus dans les grandes institutions ne vous diront jamais qu'ils connaissent toute la musique du monde. C'est bon. La musique du monde est vaste, très diversifiée, les cultures sont tellement différentes et la manière d'approcher la musique peut être tellement différente entre, par exemple, les habitants des régions polaires que les habitants du Centre-Afrique et celles des Européens ou des Asiatiques, c'est des univers totalement différents. Donc, on est obligé, selon moi, même en étant ouvert à toute chose, entendons-nous, il faut être ouvert à tout ce que l'humain produit. Rien ne m'est étranger de ce qui est humain. Okay, ça, c'est clair. Néanmoins, pour faire un travail sérieux, pour faire mon enseignement, je suis obligé d'avoir des spécialités. Je me suis spécialisé d'abord sur les musiques du XVIIIe siècle. Je suis reconnu comme un 18e. Donc, et dans la musique du XVIIIe siècle, c'est-à-dire des années 1700 à 1800, eh bien, je me suis spécialisé sur l'influence que les encyclopédistes en France, les Diderot, d'Alembert, Rousseau, etc., Voltaire, ont eu sur l'évolution. Alors, c'est sûr, ça a été ma première spécialité, vraiment, c'est-à-dire j'ai fait mon doctorat sur cette question dont je vous parlais, c'était l'influence des encyclopédistes sur l'évolution des styles musicaux en Europe. La musique était, je vois que vous avez une culture très ouverte aussi sur la musique classique, puisque vous m'avez parlé de Ravel. Alors, vous voyez, au XVIIIe siècle, on est passé d'une musique baroque, elle était appelée comme ça, la musique de Jean-Sébastien Bach, que vous connaissez, et à une musique de style classique, comme chez Mozart ou Haydn ou Beethoven. Alors, qu'est-ce qui a expliqué ces passages? Comment ça a pu changer à ce point? Alors, il y a eu l'influence, je dirais, de ces encyclopédistes qui a joué un certain rôle et j'ai étudié ce domaine-là. Et voilà, c'est bien. Mais parallèlement, je n'ai jamais arrêté de faire mes travaux sur et la musicologie et l'ethnomusicologie haïtienne. Ainsi, je pense avoir produit un des premiers ouvrages d'ethnomusicologie de la musique du vaudou. Vous m'avez demandé même, est-ce que je peux montrer certains ouvrages? Mais oui, on va les montrer tout à l'heure. Je voudrais seulement mentionner aux internautes que je leur recommande fortement d'écouter sur Facebook la conférence que vous avez donnée au Collège de France le 20 juin dernier, le 20 juin 2019. C'est ça. Et vous avez présenté 3 pièces sonores magistrales que je ne me lasse pas d'écouter. Oui. Vous m'impressionnez beaucoup. Oui, c'est superbe, c'est vraiment un enchantement. Oui. Oui. On va voir. Ce sont 3 œuvres dans le cas de cette conférence qui ont rapport avec l'histoire de l'esclavage. Et ces 3 œuvres ont un rapport direct avec, je dirais, l'histoire d'Haïti. Voilà. Donc, je ne veux pas prendre le temps des auditrices, des auditeurs. Et donc, si vous les invitez à aller écouter cette conférence, vous découvrirez qu'il y a une musique classique haïtienne qui s'est toujours intéressée à l'histoire de notre peuple. Et, justement, Claude Dauphin, comment décririez-vous la musique haïtienne et quelles sont les influences culturelles qui l'ont façonnée au fil du temps?
J'essaie d'être bref, parce que c'est une question qui pourrait nous garder jusqu'à demain matin. Donc, vous voyez, et encore, on ne l'aurait pas épuisé. C'est pas pour me déplaire, hein? Donc, ce que je dis, pour être bref, c'est une musique, disons, quand on parle de musique haïtienne, on est devant une variété d'expressions aussi. La musique rituelle du vaudou n'est pas la même que la musique de bal. Par exemple, la musique de danse populaire. Vous voyez, nous sommes dans des univers, malgré les croisements qui peuvent se passer dans notre esprit, eh bien, nous sommes dans des univers différents. J'aime définir la musique du vaudou comme la musique la mieux conservée de l'héritage africain. Les vaudouisants ont eu pendant très longtemps, ça a pu changer ces derniers temps, mais étant renfermés sur eux-mêmes, ils ont gardé jalousement leur héritage africain. On retrouve même dans les chants du vaudou ce que les vaudouisants ce qu'ils chantent, des paroles qu'ils chantent, dont ils ne comprennent même plus le sens, n'est-ce pas? Parce que ce sont des sens rituels qui étaient rattachés aux langues africaines que nous avons perdues dans l'esclavage. Je n'en connais pas beaucoup, mais parfois j'ai l'impression que toutes ces mélodies se ressemblent. Est-ce que je me trompe? Et c'est intéressant. Vous avez raison, oui et non. Dans le sens que très souvent, lorsque une tradition musicale nous est étrangère, je ne dis pas qu'elle est étrangère, mais vous avez vous-même dit, je n'en sais pas beaucoup. Donc, je vous prends au mot. Eh bien, plus une tradition musicale nous est étrangère, plus tout se ressemble. Mais d'un autre côté, vous avez raison de le dire comme ça, parce que lorsque on écoute les chants vaudous, il y a une grande parenté d'un chant à l'autre. La raison, c'est à cause des gammes qui sont utilisées. D'accord. C'est ce qu'on appelle des gammes très souvent pentatoniques, c'est-à-dire qui sont basées sur 5 sons principaux. Et je dirais, les combinaisons que l'on peut faire de ces 5 sons, eh bien, renvoient à des patterns, on dirait, des formules, des clichés mélodiques, eh bien, qui passent d'un chant à l'autre. D'accord? Donc, si ce n'est pas le même cliché, eh bien, c'est un cliché apparenté. Et voilà. Alors, de ce côté, vous avez raison de détecter tout de suite cette parenté qui existe d'un chant vaudou à l'autre. Donc, mais toujours est-il que, selon moi, d'après les études que j'ai faites sur la question, eh bien, le vaudou a su le mieux conserver comme activité culturelle, eh bien, l'héritage le plus ancien africain. C'est simple, parce que dans les religions en général, il y a toujours une dimension sacrée qui ne s'éparpille pas, que l'on ne distribue pas à tout le monde. C'est pourquoi on dit, dans les religions, on parle d'initiés. Donc, ces initiés vont répéter ce qui s'était fait avant. Comme les griots. Voilà. Donc, c'est sérieux, c'est la partie de l'activité culturelle en Haïti qui a le mieux conservé l'héritage africain. Maintenant, à côté de ça, il n'y a pas que l'héritage africain. Il y a eu, malgré tous les affres de la chose, les Européens ont apporté beaucoup d'influence. Et si nous savons, il n'est pas question de savoir si nous faisons bonne ou mauvaise utilisation de cela. Ça fait partie de notre héritage. Le français que nous parlons est un héritage français. Tout à fait. Et même 90% des mots créoles sont d'héritage français. Oui. Nous ne pouvons pas dire, bon, on va bazarder tous ces C'est ça, on ne peut pas renier tout ça.
le renier, c'est à nous d'assumer et puis d'en faire quelque chose. Donc, C'est il y ça. a une multitude de traditions musicales en Haïti, le rara, les musiques de danse, la meringue, le compas aujourd'hui, et, n'est-ce pas, toutes sortes de musiques populaires comme ça, très, très variées, et qui, qui constituent l'éventail très riche de la musique haïtienne. Moi, je me suis spécialisé surtout dans les musiques de vieille tradition orale, c'est-à-dire héritées d'Afrique, et les musiques de tradition écrite, c'est-à-dire celles des compositeurs dits classiques, dits savants même des fois, qui se sont inspirés des musiques se sont inspirés de l'héritage africain très souvent. On va faire une toute petite pause, Claude Dauphin, et puis vous allez nous montrer vos publications et nous parler de la Société de recherche et de diffusion de la musique haïtienne. Avec À plaisir. tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous vous sentez dépassé, épuisé? Vous avez l'impression que vos prédispositions ou vos tendances personnelles sont combinées à un stress écrasant ou une dépression? Les événements des dernières années ainsi que l'évolution de l'environnement de travail nous ont tous impactés. Nous sommes tous fatigués et en quête de la tranquillité. L'émission Éveil Communication, mise sur pied par Elite TV, est conçue pour vous aider. Éveil Communication est axé sur la relaxation mentale et la paix intérieure. Tous les vendredis soirs sur Elite Media, Éveil Communication pour prendre soin de soi à travers la méditation, des échanges pour améliorer votre santé physique, mentale et spirituelle. Bien, chers amis internautes, merci de nous rester fidèles. Nous sommes avec Claude Dauphin, qui est musicologue, qui est aussi ethnomusicologue. Il a fait pour nous la différence et il parlait de tradition orale et de composition. Et justement, maintenant, nous allons l'inviter à nous montrer ses ouvrages, les ouvrages qu'il a publiés. Alors, d'abord, je vais vous montrer peut-être le tout premier livre que j'ai publié. C'était il y a combien d'années de ça? Oh mon Dieu, c'est en 81. Je vous laisse compter les années parce que je n'étais pas encore né, hein? Je ne sais pas compter jusque-là. Brit Colobrit. Donc, qui est un petit ouvrage didactique, pédagogique, vous voyez, qui est fondé sur les chansons enfantines d'Haïti, je vous ai dit. Pas si petit que ça, Claude Dauphin. J'ai l'impression que c'est un ouvrage de 250 pages, ça. Non, vous vous trompez. C'est un petit livre d'une 70 OK. pages. Combien de C'est oui, bon. c'est ça, 70 pages. Vous voyez, où j'ai collecté 30 chansons enfantines haïtiennes qui étaient recueillies en vue de l'éducation musicale aux Antilles. Donc, à partir des mélodies enfantines que j'avais collectées sur le terrain. Donc, dans mon travail d'ethnomusicologue. Et toujours dans mon travail d'ethnomusicologue, je vous ai dit que je me suis beaucoup concentré sur la tradition musicale du vaudou. Donc, j'ai écrit quand même ce premier ouvrage qui consiste à l'analyse quasi scientifique, je dirais, des mélodies du vaudou. Il y a quand même, je ne sais pas, facilement une cinquantaine de mélodies comme ça qui sont… Ah, vous avez aussi les partitions là-dedans, très important. Oui. Ce sont des transcriptions. Hein. Vous voyez, ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle des partitions au sens où un compositeur aurait écrit. Non, moi j'enregistre et par la suite je fais les transcriptions pour pouvoir parler de l'analyse que je fais de ces mélodies-là et démontrer, par exemple, ce phénomène dont je vous parlais tout à l'heure, des motifs qui sont déplaçables et de ces 5 sons du rôle qu'ils jouent dans la structure de la mélodie. Donc,
Voilà, mes deux premiers ouvrages portaient donc sur la musique d'Haïti. Et par la suite, j'ai donc là, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup travaillé sur la musique des encyclopédistes en Europe, sur leur influence sur l'évolution des styles musicaux européens. Peut-être le plus important ouvrage que j'ai publié dans ce sens-là est celui-ci, La musique au temps des encyclopédistes. Et voilà, je me suis beaucoup spécialisé sur l'apparition de la terminologie musicale à partir du travail des encyclopédistes. La théorie musicale, quand on parle de théorie, quand on parle de rythme, de quoi le rythme est constitué, de quel quand on parle de mélodie, d'intervalle, etc., d'harmonie, comment c'est constitué de quoi? Les accords, on les nomme comment? Eh bien, tout ça a une histoire et cette histoire a apparu aussi au XVIIIe siècle avec les encyclopédistes et Jean-Jacques Rousseau, le philosophe que vous connaissez, a été chargé par les encyclopédistes d'écrire les 900 articles de musique de la grande encyclopédie. Ce n'est pas tout à fait juste ce que je viens de dire. Disons les 450 articles de l'encyclopédie et par la suite, il les a développés. Il a fait 900 articles, donc il a ajouté 500 autres, n'est-ce pas, pour faire le premier dictionnaire de terminologie musicale technique en français. Et dont j'ai fait moi-même la première édition critique. Oui, j'allais justement vous en parler. J'avais remarqué ça sur votre site. Voilà. Oui. Donc, c'est l'ouvrage que je vous montre là, le dictionnaire de musique de Jean-Jacques Rousseau, une édition critique. Alors là, nous sommes vraiment dans un ouvrage de près de 1000 pages. D'accord. Un livre de chevet. Disons, c'est plutôt un ouvrage technique, c'est très utilisé par les spécialistes, c'est un ouvrage spécialisé. Et voilà, et comme j'ai beaucoup travaillé sur l'éducation musicale aussi, puisque vous voyez que mon premier livre était destiné à l'éducation musicale pour les enfants dans les pays créolophones, eh bien, j'ai publié à un moment donné un ouvrage qui s'intitule « Pourquoi enseigner la musique ?» propos sur l'éducation musicale à la lumière de l'histoire, de la philosophie et de l'esthétique. Donc, cet ouvrage, vous ciblez quel public pour cet ouvrage? Pour les professeurs ou bien pour tout le monde? Les professeurs, oui, parce que j'ai beaucoup enseigné dans toute ma carrière à l'université et donc c'est le fruit de mon enseignement. Qui est destiné aux autres, à ceux qui veulent devenir eux-mêmes professeurs de musique. Maintenant, merci Claude Dauphin. Ah, vous avez encore un autre à nous montrer? Avec plaisir. Je vais arrêter avec ça parce que j'en ai publié une bonne douzaine d'ouvrages. Je vois des ouvrages derrière vous. C'est pas vous qui avez écrit tout ça? Pas tout ça. N'est-ce pas? Restons-en à 12 à peu près. Oh, c'est déjà beaucoup. Et vous voyez, peut-être l'ouvrage le plus connu de moi, surtout dans notre communauté haïtienne, antillaise, c'est l'histoire du style musical d'Haïti, qui est là encore un assez gros ouvrage d'environ 600 pages et qui est publié chez Mémoire d'Encrier, un éditeur montréalais bien connu, d'origine haïtienne aussi. Donc voilà, et on peut s'arrêter à cela. Bon, eh bien, pour ne pas ennuyer personne. Non, je suis sûre que vous n'ennuyez personne. Mais si on veut savoir davantage, on peut se présenter à la Société de recherche et de diffusion de la musique haïtienne. Alors, vous aimeriez que je vous parle de la Société de recherche et de diffusion? Tout à fait, ça m'intrigue et je suis sûre que les internautes sont très intrigués. Alors, donc, il s'agit d'une société que j'ai fondée moi-même en 1977, 78 dans ces eaux-là. Je dirais c'était un péché de jeunesse. Donc, avec l'association de deux collègues qui étaient mes aînés, je dis leur nom, il s'agit de Franck Fouché, qui
dramaturge bien connu dans le milieu haïtien, et de Robert Durand, qui lui-même était un violoncelliste, qui vivait à New York. Et ces deux personnes-là, voyant que j'étais étudiant de musique à ce moment-là, et que c'est rare que les jeunes Haïtiens aillent poursuivre des études sérieuses en musique. Alors, ces deux personnes qui étaient de la génération de mes parents, hein, eh bien, se sont dit, ah, mais écoutez, il faudrait que tu fasses quelque chose de plus public que ça pour faire connaître tout ce qui existe dans la musique haïtienne et qui n'est pas partagé avec l'ensemble ou qui n'est pas intégré comme matière d'éducation à l'école. Alors, comme ils étaient plutôt tournés vers la musique classique, ils m'ont donné tout ce qu'ils avaient comme partition, et puis de compositeurs comme Ludovic Lamotte, Justin Elie, Franz Cassius, etc. Et puis, ils disent, et c'est eux qui m'ont mis dans la tête, on devrait créer une société de diffusion de la musique haïtienne. Et j'ai dit, ben, quant à y être, pourquoi pas mettre la recherche aussi là-dedans pour faire comprendre que c'est un domaine de réflexion. Eh bien, voilà. Et c'est ainsi qu'avec l'aide de ces deux mentors, là, il faut dire vraiment le mot, hein, c'était des mentors pour moi. Moi, j'étais un jeune étudiant à l'époque, à peine dans la vingtaine, d'accord? Et eux avaient l'âge de mes parents. Et ils m'ont bien encadré et j'ai créé la société avec eux à ce moment-là. Et très vite, des personnes, d'autres musiciens importants se sont joints au mouvement. Je dois citer le rôle important qu'a joué Carmen Brouard, par exemple, qui est compositrice elle-même et sûrement l'une des plus importantes compositrices de la musique haïtienne. Et parmi même tous les compositeurs, je dirais, c'est elle qui a l'écriture la plus moderne, la plus profonde, le style le plus développé. Alors Carmen Brouard, étant venue à Montréal, a joué un grand rôle dans le soutien de cette société aussi. C'est important de le dire. Donc, voilà. Vous pensez que... Cette société aujourd'hui existe de par elle-même. Moi-même, je ne suis plus membre de son conseil d'administration. Elle se gère de manière autonome. Par contre, je suis toujours responsable du fonds d'archives de la société. C'est-à-dire, c'est moi qui gère toute la dimension collection des partitions, leur mise en catalogue, leur analyse. Et ça, je le fais maintenant au niveau universitaire. C'est-à-dire, j'ai rapatrié cette collection dans le giron des universités montréalaises. Et donc, je passe mon temps à travailler autour de cette collection musicale, de la faire connaître aux étudiants pour qu'ils fassent des travaux de recherche, des travaux d'analyse. Et dans ce fonds d'archives, qui est constitué de plus d'1 millier de partitions, et sans compter tous les documents afférents qui doivent faire, ça doit faire au total 6 à 7 000 documents, sinon plus. Il y en a beaucoup. Est-ce que vous pensez que la société a contribué à faire connaître davantage les artistes et les genres musicaux haïtiens? Bien, assurément, au moins pour la musique classique, on ne connaissait pas l'existence d'une musique classique haïtienne avant que la société n'ait commencé à faire des concerts de musique, des noms comme Ludovic Lamotte, il y a Julio Racine aussi, Justin Elie, Carmen Brouard, on ne connaissait pas, d'accord, ou c'était connu dans un tout petit milieu, d'accord, une toute petite élite, je dirais, mais dès le début, mon idée a été de démocratiser
et d'ouvrir ça à tout le monde. Vous Et, avez combien de membres là maintenant au ben, niveau de la société? mais je ne peux même pas vous dire, comme je vous dis, je ne suis même plus dans l'administration, Ok. d'accord? Je ne gère que le fonds d'archives. Donc, je ne peux pas répondre à la place du président Jean-Claude Nazon, qui est lui-même le responsable de ceci. Mais je me souviens de la première réunion de personnes qui soutenaient l'idée de la société qui eut lieu chez Franck Fouché un été de 1977. Eh bien, il y avait un mentor, un autre mentor pour moi, que je dois mentionner parce que je suis devant Florence Augustin. Je me souviens de Joseph Augustin. Je ne sais pas. Mon oncle. Un mentor aussi pour moi et qui Oui. m'a encadré et qui était présent à la grande réunion où les 3 fondateurs avaient invité des connaisseurs de musique vraiment. Oui. Et Joseph m'a beaucoup soutenu. Oui, c'est un passionné de musique. Et oui, et surtout, disons, dans la musique liturgique, il a Oui. fait, ça c'est un aspect sur lequel je me promets de me pencher dans les futures années, que d'écrire au moins un article sur l'apport de Joseph Augustin à la musique liturgique haïtienne. C'est gentil ça. On va faire une petite pause, Claude Dauphin, et puis vous allez parler de vos projets? D'accord. Ok. Hello. Tu l'introduis, tu dis tu es qui? Je suis Deodra. Je suis Isabelle. Je suis Anne. Je suis Yara. et on est la Génération V. Bravo. Magnifique. Chers amis internautes, nous sommes avec Claude Dauphin, musicologue, ethnomusicologue haïtien. N'oubliez pas de partager le lien parce que ce qu'il dit, c'est très intéressant, très instructif. Claude Dauphin, quels sont vos projets? Bien, déjà, je vous en parlais d'un tout à l'heure en vous disant il faudra bien que j'écrive un article sur Joseph Augustin, Oui. qui a été un innovateur en matière de musique liturgique sacrée en Haïti, dans le milieu catholique du moins. Et bon, alors maintenant, je suis dans mes projets dans l'immédiat. Bien sûr, le travail d'un musicologue étant d'écrire, je continue d'écrire des articles. Par exemple, je viens de terminer une longue recherche sur la musique de chambre en Haïti, c'est-à-dire pour quatuor à cordes, pour quintette à cordes et pour violon, piano. Eh bien, comment cette musique s'est constituée, a reçu une impulsion importante dans les années de la Deuxième Guerre mondiale, alors que Haïti, à cette époque, qui était un pays beaucoup mieux organisé que l'Haïti que nous connaissons aujourd'hui, avait ouvert ses portes aux réfugiés juifs qui fuyaient la guerre en Europe. Ainsi, beaucoup de musiciens juifs, de chambristes juifs, donc des gens qui jouent la musique de chambre, des instruments d'archet, particulièrement violon, violoncelle, mais des pianistes aussi, n'est-ce pas, s'étaient réfugiés à Port-au-Prince, attendant leur visa pour les États-Unis. Et ce rassemblement de musiciens européens de très haut niveau a beaucoup inspiré les compositeurs et compositrices haïtiennes à cette époque-là, et ainsi est née une musique de chambre haïtienne. Et alors, je viens de terminer une longue étude là-dessus qui va constituer un grand article qui sera publié dans le prochain volume de... vous connaissez le Sidica? Tout à fait, Franz Voltaire. Franz Voltaire, c'est ça, qui a une revue d'histoire haïtienne qui paraît une fois l'an, mais une très grosse revue là. Alors, dans
le numéro 4 qui paraîtra l'an prochain, eh bien, je publierai cet article sur l'impact qu'a eu les réfugiés musiciens juifs à Port-au-Prince dans les années 39 à 45. Ça c'est intéressant de lire ça, parce que je ne pense pas que tout le monde soit au courant. Non, il est clair que je travaille dans des domaines que malheureusement, dont on n'est pas au courant, justement pour faire connaître. Vous voyez, c'est mon devoir, c'est mon rôle de partager avec tous ce que peu de gens connaissent. Oui. Comme ethnomusicologue. Oui. Est-ce que vous jouez d'un instrument? Bon, nécessairement, je touche à plusieurs instruments. Disons, l'instrument que j'utilise le plus souvent, c'est le piano. Le clavier. C'est dans le piano que je fais au piano que je fais mes analyses d'œuvres. Et alors, et autre chose que je fais, donc, comme je vous dis, je suis le conservateur du fonds d'archives de la Société de recherche et diffusion de la musique haïtienne, et que je dois faire connaître à l'ensemble des universités québécoises. Et je prononce beaucoup de conférences pour faire connaître l'existence de ce fonds. Et au mois de septembre prochain, j'organise un grand colloque alentour du fonds pour présenter le fonds et le partager avec l'ensemble des départements, écoles de musique, facultés de musique des universités du Québec. Un projet colossal. Félicitations. Claude Dauphin, vous connaissez notre émission. Je vais vous donner 3 mots. Vous allez en choisir un. Vous allez laisser parler votre cœur. Mais tout à fait. Devant vous, comment l'arrêter? Allégresse. Allégresse. Oh. Maintenant, je vous dis orange, la couleur orange. Oui. Allégresse. Et maintenant, on est un petit peu plus terre à terre. Je vous dis tamarin. Oh! Eh bien, je vais choisir tamarin. D'accord. Parce que c'est un fruit que j'aime beaucoup. C'est un fruit qu'on trouve rarement ici, dans les marchés montréalais, quoique j'en ai vu à Côte-des-Neiges il y a 2 ou 3 ans. Et alors, vous voyez, c'est un fruit qui est comme une gousse. Je le dis pour les gens du public qui ne connaîtraient qui ne connaissent pas le tamarin ou qui connaissent le tamarin de nom. Mais sa couleur foncée, un brun foncé, tant à l'extérieur de la gousse qu'à l'intérieur du fruit, eh bien, le mot est utilisé aussi, au moins dans le français ou le créole haïtien, pour parler de la couleur. Comme on dit ces couleurs orange, eh bien, en Haïti, on dit ces couleurs tamarin. Ces couleurs tamarin, oui. Dites qu'on chemise couleur tamarin sous lui. Ou bien yeux tamarin. Ah, yeux tamarin, voilà. Les yeux bruns légèrement transparents. C'est tamarin. Ah, voilà. Merci de me le rappeler. J'ai les yeux tamarins et j'en suis très fier. Après cette belle conclusion, Claude, je ne sais pas, vous vouliez ajouter quelque chose, j'ai l'impression. Que vos yeux tamarins m'impressionnent beaucoup. Je suis touchée. Après cette belle conclusion et cette belle flatterie, nous arrêtons là notre émission. Chers amis internautes, Claude Dauphin, merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers amis internautes, n'oubliez pas de partager notre vue. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, 19h. Moi, c'est toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ennuie? Ou c'est un artiste ou bien un artisan? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ennuie? Dis-nous qui m'ennuie. Moi, c'est une nouvelle émission pour les artistes et les artisans, proposée par Florence Augustin et Elite Media. Diffusée tous les samedis à partir de 19h sur Elite Media.